À mon avis, le RIC est infiniment plus important que le Frexit, parce que le RIC institue notre souveraineté, alors que le Frexit, non. Avec le RIC écrit par nous-mêmes, on institue la souveraineté, c'est-à-dire beaucoup plus largement le pouvoir de décider, et de décider, si on veut, de sortir de l'Union européenne. On fera le Frexit par RIC, c'est tout, et on fera tout le reste aussi. Donc ça me paraît plus important, prioritaire et plus important de se battre pour le RIC que pour le Frexit. Surtout que le Frexit, que je vois apparaître souvent dans les médias, ou en tout cas quand il est défendu, il passe par l'article 50. Or l'article 50 consiste à demander à nos maîtres, enfin à nos alliés européens, leur demander est-ce que vous voulez bien qu'on sorte, et puis vous regardez les Anglais, ça fait des années qu'ils sont en train de négocier, de se faire plumer. Il y a d'autres façons de sortir qu'avec l'article 50. L'article 50, il est légaliste, il respecte la loi. Donc c'est une solution qui est imaginée par quelqu'un qui est légaliste. Mais on pourrait très bien imaginer de dénoncer le traité. Mais il y a plein de traités qui ont été dénoncés. C'est une banalité de dénoncer les traités. Bon, c'est pas bien de dénoncer un traité parce qu'on s'était engagé et là on se retire. Ouais, mais on se retire en même temps. Les traités européens nous promettaient la justice sociale, la prospérité économique, toutes sortes de miracles merveilleux qui n'ont pas eu lieu. Et donc on est fondé à dire, écoutez, vous êtes gentils, mais le contrat il n'a pas marché, on se barre. Et donc par Frexit, on pourrait dénoncer le traité, ça irait plus vite que par l'article 50. Le seul qui veut sortir de l'Europe, ça c'est Lino, parce que lui il parle de l'article 50 de la Constitution européenne. Ouais. Tandis que les autres n'ont jamais parlé de ça. Ouais. Ceci dit, c'est sûrement pas une panacée, parce que si tu demandes la permission aux autres comment sortir, tu vas voir que ça va pas être si simple. L'Angleterre là va essayer d'utiliser l'article 50. On va voir que c'est pas si simple, quoi. Ouais. Il y a une autre façon de sortir de l'Union européenne, c'est de dénoncer les traités purement et simplement. Du jour au lendemain, tu te barres. Enfin, à mon avis, De Gaulle, il n'aurait pas appliqué l'article 50. Il se serait barré en dénonçant. On peut dénoncer les traités simplement. Voilà. Tous les traités du monde ont été dénoncés, tous. Enfin, sauf ceux qui l'ont pas encore été. Mais les traités finissent toujours par être dénoncés. Il faut dédramatiser ce truc-là. Une fois que tu n'es plus d'accord, voilà, tu t'en vas. Et l'article 50, c'est, j'ai l'impression, un chemin qui va nous faire passer sous les fourches codines de gens qui ne nous veulent pas de bien et qui vont permettre à tous ceux qui ont envie d'organiser la débâcle, de l'organiser. Alors qu'il faut que ce soit rapide, quoi. Il faut sortir, à mon avis, sans appliquer l'article 50. Le tirage au sort, en ne s'appuyant pas sur la volonté, retire toutes les prises possibles aux escrocs dont le talent est de tromper précisément la volonté. Donc le tirage au sort, il est incorruptible. Et Montesquieu soulignait que le tirage au sort tout seul n'était pas convenable, mais que le tirage au sort complété par des institutions complémentaires devenait extrêmement vertueux et la seule procédure démocratique digne de ce nom. Parce qu'avec le tirage au sort, vous avez une rotation des charges, donc vous avez une déprofessionnalisation de la politique qui est mécanique par la procédure elle-même. Et je vous rappelle que vous ne donnez pas tout le pouvoir au tiré au sort. Vous leur donnez un petit peu de pouvoir, jamais 2 fois de suite, ça tourne et sous un contrôle quotidien. Donc c'est beaucoup moins dangereux que l'élection. Pour moi, ceux qui se présentent ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Beaucoup plus vertueux que d'autres. Moi, j'aime bien Mélenchon et Asselineau. Je préfère ces Mélenchon. Je vais voter, moi. Hein, parce que peut-être que je vais me tromper. Peut-être qu'on va réussir à élire Mélenchon. Hein. En tout cas, moi, mon préféré, c'est Mélenchon. Bon, moi, les reproches que j'ai à faire à Mélenchon sont bienveillants. J'aime bien Mélenchon. Je trouve qu'il change en bien. Par contre, il défend pas bien l'idée du tirage au sort. Mais en même temps, s'il arrivait à défendre bien l'idée du tirage au sort, pour moi, il deviendrait littéralement un héros. Parce que, comme Robespierre, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Il faut se rendre compte qu'un élu, quelqu'un qui a passé toute sa vie à penser la politique en se voyant lui-même promu par l'élection pour accéder au pouvoir, c'est impossible à imaginer le tirage au sort. Et donc, il faut vraiment être un saint, quelqu'un qui ne pense plus qu'au bien commun, qui pense plus du tout à sa carrière, pour arriver à imaginer d'instituer un vrai tirage au sort intégral de l'Assemblée constituante. Le programme de la France insoumise, hein, c'est vrai que c'est plus ce programme-là qui est quand même excitant possible. Quand tu regardes, c'est un petit bouquin de 3 €, regarde le programme,
putain, tout est bien là. Il y a beaucoup de choses vraiment bien là-dedans. C'est incroyable que les gens votent pas pour ça. Je comprends pas pourquoi les gens votent pas pour ça. C'est un bon programme. Et puis échanger sur le processus constituant. Peut-être qu'il se fasse le défenseur de l'idée de l'élection d'une partie. Parce que peut-être que je me trompe, hein, et moi je cherche le vrai, hein, je cherche à pas me tromper. Si ça se trouve, il arrivera à me convaincre. Peut-être, hein, je suis pas fermé à cette idée-là. Ce serait pédagogique. La controverse serait pédagogique. On progresse jamais tant que dans la contradiction. Si elle est bienveillante, comme Montaigne l'explique magnifiquement, hein, quand Montaigne explique l'art de la conversation, c'est un rêve. Hein. On oublie l'ego, on n'essaye pas de convaincre l'autre, on cherche le vrai, on essaye de comprendre pourquoi l'autre a ce point de vue. Et on essaye de comprendre là où on se trompe. Et si les deux font ça, mais c'est magnifique, quoi. Et moi, quand j'essaye d'aller parler à un royaliste, par exemple, je suis pétri de cette idée-là. Je cherche à comprendre pourquoi il est royaliste. Il est royaliste de tout son cœur, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui l'amène à ça ? Voter, ça sert à aider des gens qu'on trouve bien. Les aider psychologiquement, parce qu'ils sentent qu'il y a du monde derrière, et les aider financièrement, parce que l'État va leur donner de l'argent pour continuer leur combat. Mais bon, s'émanciper par l'élection... Mais bon, s'émanciper par l'élection... Mais bon, s'émanciper par l'élection... Question du chat, ce qu'il pense de l'Assemblée constituante telle qu'elle est proposée par la France insoumise. C'est déjà formidable de la voir apparaître dans un programme politique. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon là, et sa bande d'insoumis, ils sèment des graines partout. Dans sa synthèse de 5 minutes sur tout le débat parlementaire, dire « mais ce qui compte et dont on n'a pas parlé, c'est qu'on ait enfin un processus constituant », de voir arriver ce mot-là, qui est vraiment quelque chose que je défends, moi, à une époque où personne n'en parlait. Et l'Internet te répond, c'est Clémentine Autain. Voilà, merci. C'est plaisir de voir que Clémentine dit, et c'est fort quand elle dit, elle apostrophe tous les députés en leur disant « Tiens, mais on parle de couillonnade, là, on parle de couillonnade, ce qui compte, c'est le processus constituant. » Attends, c'est bien ça, c'est bien. Donc effectivement, on vous présente aujourd'hui un règlement pour substituer à la règle d'or qui aujourd'hui régit le fonctionnement de l'Union européenne, une règle verte qui fait de la question écologique et de la question climatique, la boussole de toutes les politiques mises en place au niveau européen. Effectivement, c'est un premier pas parce que nous savons que le cadre des traités européens actuels aujourd'hui empêche la mise en œuvre d'une politique écologique digne de ce nom. Quand ces traités fichent dans le marbre les principes d'austérité qui conduisent à la destruction des services publics comme le service public ferroviaire, quand ces traités empêchent toute politique de protectionnisme et de relocalisation de l'activité économique, quand ces traités favorisent au contraire les accords de libre-échange et favorisent le principe d'une concurrence libre et non faussée qui conduit à faire dominer le libéralisme, le marché sur les êtres humains et notre écosystème et notre planète. À partir de ce moment-là, clairement, ce projet de directive, il est une première étape qui nécessite ensuite de mettre l'accent aussi sur la nécessaire rupture avec les traités européens. Quand le président de la République affirme dans cette lettre qu'il faut engager un plan de réduction des pesticides d'ici 2050, pourquoi alors a-t-il refusé d'inscrire dans la loi française un plan de sortie du glyphosate comme l'ont proposé les députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale? Quand le président de la République avait dit au début de son mandat qu'il ne voulait plus d'accord de libre-échange s'il ne s'inscrivait pas dans le cadre des accords de Paris, alors pourquoi a-t-il signé un accord de libre-échange avec le Canada et avec le Japon et peut-être demain avec la Nouvelle-Zélande ou le Mercosur? Quand le président de la République dit dans sa lettre qu'il veut un bouclier social qui garantit que dans une seule entreprise, les personnes qui y travaillent ont toutes les mêmes conditions salariales et les mêmes conditions du travail, alors pourquoi n'a-t-il pas refusé au Parlement européen la directive sur le travail détaché? Donc là, cette lettre-là du président de la République, parce qu'elle n'affirme pas cet objectif nécessaire de rupture et de sortie des traités européens actuels, honnêtement passe complètement à côté du sujet européen. Nous ferons la jonction samedi entre gilets jaunes et gilets verts, parce que c'est un combat qui nous semble être au fond le même si on a pu constater une sorte de mépris à l'égard des gilets jaunes, une sorte d'indifférence
de gilets jaunes bashing de la part de celles et de ceux parfois qui appellent de leur vœu aussi, mais avec beaucoup d'hypocrisie, je le pense, une transition écologique sur des bases équitablement réparties et populaires en fait. Voilà. Merci. Maintenant, si vous avez des questions. C'est la tribune de Jean-Luc Mélenchon, dans Libération. Donc il exhorte à sortir des traités européens. Je veux savoir premièrement comment est-ce qu'on s'y prenait pour sortir des traités européens concrètement, et si vous alliez pouvoir le faire en tant qu'élu au Parlement. Et deuxième question, est-ce que ça implique forcément une sortie de l'Union européenne? Alors, traité européen n'égale pas Union européenne gravée dans le marbre. Je le dis parce que c'est assez important, parce que quand on parle de sortie des traités européens, ce que nous disons, c'est que les traités européens tels qu'ils sont construits à l'heure actuelle sont un frein dans la lutte contre le changement climatique, puisque par exemple ils empêchent d'investir massivement dans la transition écologique et notamment pour atteindre ces 100% d'énergie renouvelable pour 2050 qu'on vous propose dans notre règlement. Donc il y aurait une contradiction potentielle dans le droit européen. Ils sont un frein pour l'harmonisation sociale et fiscale. Ils sont un frein pour le contrôle politique de la Banque centrale européenne et donc de nouveau pour une politique de relance et un investissement massif dans la transition écologique. Voilà, je vous ai donné des exemples concrets des freins posés à l'heure actuelle. Sauf que ces traités ne sont pas inscrits dans le marbre. En moyenne, des traités européens, il y en a eu tous les 5 ans sur les 20 dernières années. Donc nous pensons qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et nous pensons que on peut sortir des traités européens actuels pour construire une coopération européenne sur une base écologique, sur une base de justice sociale et sur une base de justice fiscale. Je peux vous prendre un dernier exemple. L'Union européenne vient de sortir 9 paradis fiscaux de sa liste grise de paradis fiscaux, sachant que la liste noire ne comporte plus que 5 États, dont aucun paradis fiscal notoire, et qui s'illustre de nouveau dans son incapacité à lutter efficacement contre l'évasion fiscale, et encore moins en son sein, puisque au moins 5 États au sein de l'Union européenne répondent aux critères de l'Union européenne des paradis fiscaux et ne sont pas pour autant listés. Je pourrais continuer les exemples de manière assez longue. Maintenant, comment on fait de manière concrète ? Nous n'allons pas mentir aux gens. Demain, en tant que parlementaires européens, nous ne pourrons pas sortir des traités européens actuels. Par contre, nous allons porter cet horizon. Nous allons construire cette alternative à la coopération européenne actuelle avec nos alliés européens, avec Podemos en Espagne, avec le Bloco au Portugal, etc. Pour demain construire cet horizon, et on l'espère, en ayant le pouvoir exécutif en France bientôt, demander cette sortie des traités européens actuels, pour reconstruire finalement cette coopération européenne sur de nouvelles bases. Comment ça se passerait de manière concrète si on arrivait au pouvoir ? Soit on arrive à obtenir une refonte totale des traités à notre arrivée avec l'ensemble des États membres, c'est évidemment le plan 1 et le plan souhaité, mais dans l'hypothèse où nous n'y arrivons pas, nous disons que nous nous affranchirons de ces freins-là quand ils sont des freins. Donc concrètement, nous n'appliquerons pas la directive sur les travailleurs détachés parce qu'aujourd'hui, elle ne permet pas d'avoir au même travail les mêmes droits et la même rémunération. Nous ne respecterons pas la règle des 3% de déficit parce que nous pensons qu'il faut investir dans la transition écologique. Maintenant, nous n'abandonnons pas l'idée de coopération européenne et de coopération internationale, mais nous la proposerons sur ces bases-là. Donc il y a plusieurs scénarios possibles, que l'Union européenne nous propose, on puisse négocier un cadre de non-respect de ces règles dans la négociation et le bras de fer qu'on peut avoir avec l'Union européenne. Ça s'est passé à de nombreuses reprises dans la construction européenne, le Royaume-Uni notamment, qui a eu des opt-out sur un certain nombre de dispositions européennes. Ça peut construire une coopération parallèle avec certains pays européens qui dépassent le cadre de l'Union européenne actuelle. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais nous n'abandonnons pas l'idée de coopération européenne. Simplement, elle doit se faire sur une base écologique, sociale et de justice fiscale. Voilà. D'autres questions ? Juste pour être bien clair, en gros, pour changer les traités, il faut que la France insoumise arrive à l'Élysée, quoi. Ouais, bien sûr. Et que
d'autres pays soient d'accord pour changer les traités. Il faut qu'il y ait l'unanimité, c'est ça, non? Pour changer les traités, oui. Donc c'est d'où la difficulté du plan A, mais que nous n'abandonnons pas quand même, parce que ce qu'il faut pas oublier, ce que je vous ai pas dit, c'est que la France pèse énormément quand même dans l'économie européenne. C'est 18% de l'économie européenne, et en réalité, ça n'a jamais été essayé. On se souvient tous de François Hollande qui l'a promis, et s'est empressé de signer le traité de Lisbonne. Et en fait, ce que vous dites, pour répondre vraiment à ma question, c'est que l'Union européenne. Nous pensons que l'Union européenne ne peut pas se faire sans la France, et que la construction européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle, qu'elle ne peut pas se résoudre au dogme budgétaire, au dogme du libre-échange actuel. Donc nous donnons tous les moyens pour changer ce cadre européen-là. Maintenant, ce qu'il va devenir exactement, on ne sait pas. Mais nous, vu qu'on est attaché à la construction européenne, on fera le maximum pour préserver cette coopération, mais sur cette base-là. Ce qu'il compte aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une construction politique. Ce qu'il compte aujourd'hui, c'est qu'on puisse réaliser cette politique économique, sociale et écologique dont nous vous parlons et dont l'avenir en commun parle depuis un long moment. Et donc, ce que nous disons, c'est que quoi qu'il arrive, on ne se laissera pas imposer de frein à cette politique-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va jeter la construction européenne. Au contraire, on essaie de la faire sur cette base-là, et on est prêt à tout faire pour ça, et à mettre tout le poids de la France dans cette perspective-là. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais juste, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de vous dire Manon. Je veux juste dire que, de notre point de vue, la France insoumise a en réalité vis-à-vis de la construction européenne, la seule position qui est une position raisonnable, lucide et déterminée. Entre deux alternatives qui en réalité sont toutes les deux des impasses. Une première alternative qui est celle qui consiste à multiplier les prises de position, les déclarations de bonnes intentions comme le président de la République, sans à aucun moment construire la possibilité d'un rapport de force réel qui permet de changer les règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Première alternative qui est une impasse, et une deuxième alternative qui est une impasse, qui est l'idée d'une sortie Frexit de la France de l'Union européenne, qui est en réalité une position défaitiste. Et je ris souvent de voir que c'est celles et ceux qui prétendent vouloir défendre la France et les intérêts du peuple français, qui en réalité ne croient pas en la capacité de la France à faire entendre sa voix au sein de l'Union européenne pour changer radicalement les règles de la construction européenne. Et donc nous refusons ces deux positions qui sont des positions, toutes les deux qui sont des impasses, et nous pensons au contraire qu'il faut engager un rapport de force réel, parce que oui, vous avez raison, il faut l'unanimité des États membres pour changer les traités européens aujourd'hui, et que cette unanimité ne s'obtiendra pas que par la conviction, elle s'obtiendra aussi par le rapport de force, en disant maintenant, ça, et Manon Aubry a donné les exemples, ça doit changer, sinon ça se fera sans nous et on fera avec d'autres. Voilà, notre position, c'est toujours la même, c'est ce rapport de force nécessaire, et le Parlement européen ne permettra pas clairement de changer ces règles-là. Par contre, il permettra de préparer ce scénario et d'être le point d'appui. Et plus nous aurons de parlementaires européens au Parlement européen pour travailler, préparer, engager aussi avec nos partenaires européens ce scénario, et plus nous serons forts pour le faire une fois que la France insoumise sera au pouvoir au niveau national. Une question pour Manon Aubry. Vous venez de dire que vous étiez attaché à l'Union européenne. En quoi êtes-vous attaché à l'Union européenne? Moi, je suis attachée à l'idée de coopération entre les peuples. C'est une belle idée, la coopération entre les peuples. Surtout quand elle se fait sur des bases écologiques, sociales et de justice fiscale. Aujourd'hui, si on veut prendre à bras-le-corps la lutte contre le changement climatique, c'est mieux qu'il y ait une action à plusieurs que tout seul. Quand on veut prendre à bras-le-corps la lutte contre l'évasion fiscale, c'est mieux de le faire à plusieurs que tout seul. Par contre, ce que nous disons, c'est qu'il faut au moins le faire tout seul. Donc au moins, nous allons le faire. Quitte à contrevenir à un certain nombre de règles européennes. Mais moi je suis profondément attachée à une construction de plusieurs États ensemble, à partir du moment où elle se fait sur ces bases-là. Donc je suis pas prêt à abandonner à titre personnel, mon horizon de justice sociale, écologique et fiscale, juste au nom de la coopération. Donc voilà, après je pense que c'est quelque chose un sentiment qui est plutôt diffus quand on regarde même les enquêtes d'opinion dans la population française. Si le peuple français et les peuples européens dans leur ensemble se sont éloignés de l'Union européenne, c'est plutôt l'Union européenne qui s'est éloignée des peuples en imposant un certain nombre de règles
d'abord incomprises par les peuples européens, qui sont aussi à un déni de la souveraineté populaire, puisqu'on se souvient tous de la campagne, de résultats du référendum pour le non en 2005, largement bafoué par les représentants politiques. Donc, je pense qu'on peut se réconcilier avec la construction européenne, mais uniquement sur ces bases-là. Je crois qu'on peut pas être plus clair, mais c'est justement parce qu'on y est attaché qu'on est prêt à se battre. J'avais deux questions sur ces thématiques-là. Vous parlez de souveraineté. Est-ce que cette souveraineté doit aller jusqu'à la question de la monnaie, et on pense à l'euro évidemment, et quel rapport dans ce cadre-là avec une éventuelle sortie de l'euro ou pas, puisque ça régit aussi un certain nombre de possibilités. Et la deuxième, c'est donc il faudrait être au pouvoir en France pour pouvoir mettre en place le fameux plan B éventuellement dont vous parlez. Est-ce que ce qui est de votre programme européen là pour ces élections, comment se joue le rapport de force aussi dès maintenant, et est-ce que un certain nombre de choses peuvent avancer sans attendre la mise en place de ce plan A, plan B ou pas? Alors, je réponds à la première question et Manon répond à la deuxième, si ça vous va. Merci pour votre question. Du point de vue de la politique monétaire, moi je vais être très clair. Le problème aujourd'hui, et ce à quoi nous voulons nous attaquer, c'est le fait que la monnaie aujourd'hui n'est pas placée comme un instrument de la souveraineté, puisqu'elle est indépendante de tout pouvoir politique, que vous avez aujourd'hui en Europe une banque centrale européenne qui est indépendante et sur lequel le pouvoir politique n'a aucun rôle, aucune possibilité d'action pour, par exemple, décider que les objectifs qui doivent primer sont des objectifs d'égalité, des objectifs de justice, des objectifs de lutte contre le chômage. Et à l'inverse, vous avez une banque centrale européenne qui aujourd'hui est complètement ancrée dans les principes économiques de l'ordolibéralisme, notamment dominé par les conservateurs allemands, et qui pose comme seul objectif de la politique monétaire la lutte contre l'inflation et contre les déficits et contre l'inflation. Et à partir de ce moment-là, l'enjeu de notre point de vue est de reprendre le contrôle politique sur la monnaie. Et c'est pour ça clairement que une des conditions du plan A, c'est la fin de l'indépendance de la Banque centrale européenne pour mettre la Banque centrale européenne sous le pouvoir politique. Donc ça, c'est dans le cadre du plan A. Et nous espérons et nous pensons que c'est une condition que nous pouvons obtenir. Je rappelle quand même que la Banque centrale européenne est une anomalie dans le monde, que même aux États-Unis d'Amérique, qui de mon point de vue ne sont pas un modèle marxiste bolchevique, les États-Unis d'Amérique, la Fed, la Banque fédérale américaine, est sous le contrôle du Congrès et du pouvoir politique. Et donc il n'y a qu'en Europe que la Banque centrale européenne est totalement indépendante du pouvoir politique. Donc voilà l'objectif du point de vue de la politique monétaire qui est le nôtre. Et là aussi, nous avons des possibilités alternatives de rapport de force. La France et la Banque centrale française frappent de l'euro dans le cadre des politiques monétaires guidées par la Banque centrale européenne. Et si nécessaire, pour augmenter le niveau de rapport de force, nous serons prêts aussi à utiliser ces capacités-là. Et deuxième question sur qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On fait plein de choses et c'est le sens de notre programme pour les élections européennes, c'est le sens des 12 combats qu'on va mener et c'est le sens des propositions qu'on formule comme cette proposition aujourd'hui qui, je pense, est une proposition ambitieuse de règlement sur cette règlement européen sur la règle verte qui propose quand même une agence européenne de la règle verte. Ça, c'est possible dans le cadre des traités européens actuels. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'on se battra partout où cela est possible pour faire de la lutte contre le changement climatique, pas un horizon qui semble quasiment inatteignable, mais une réalité partout où cela est possible. Et ça veut dire aussi se mobiliser, si je reste sur la thématique de la lutte contre le changement climatique, contre la privatisation des services publics. Je pense, je vous donne un exemple très concret que je prends régulièrement, c'est celui de la privatisation du rail. La directive sur le rail, elle est passée à 24 voix près, sur plus de 700 eurodéputés. Voilà à quoi sert un eurodéputé aussi. Et un eurodéputé de la France insoumise, nous n'en avions qu'un à l'époque, maintenant on en a deux. Si nous en avions eu 24, peut-être que cette directive européenne ne serait pas passée et ne se serait pas traduite par une fermeture d'un certain nombre de petites gares et de petites lignes.
le combat au Parlement européen, il se mène aussi, par exemple, toujours sur les questions climatiques, pour s'opposer aux traités de libre-échange qui sont votés par le Parlement européen, même si, et on le déplore, ils sont négociés dans des conditions extrêmement opaques. Il y a plusieurs traités de libre-échange qui vont arriver sur la table dans les prochains mois et les prochaines semaines et même prochaine année pendant le mandat. C'est par exemple la question du TAFTA qui revient sur la table. Je vous parlais aussi de ce traité avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est le premier producteur de lait au monde. C'est à l'autre bout de la planète. Quel est le sens écologique à importer du lait qui vient de l'autre bout de la planète? Et concrètement, ce que propose l'Union européenne, en laissant les clés de la lutte contre le changement climatique au marché, c'est-à-dire que le marché va avantager du lait néo-zélandais par rapport au lait français. On ne dit pas ça que par cocorico, c'est un coût écologique immense. Avec la signature du traité sur le CETA, avec la signature du CETA avec le Canada, le transport maritime a augmenté de 7% entre la France et le Canada. Oui, il y a plus de marchandises, mais qui polluent la planète. Voilà des exemples de combats concrets qu'on va mener et qu'on a menés. Je pense aussi à un dernier combat, celui de la pêche électrique. L'action de Younous Omarjee au Parlement européen nous a permis l'interdiction de la pêche électrique, qui est quand même un combat majeur dans la préservation de nos écosystèmes. Voilà à quoi servent des députés de la France insoumise au Parlement européen. Je pense que cette proposition ambitieuse de règlement sur la règle verte prouve que nous prenons notre mandat, notre futur mandat, extrêmement au sérieux, et que chaque virgule, chaque ligne sera débattue par les futurs eurodéputés de la France insoumise pour s'assurer que la lutte contre le changement climatique est un des combats majeurs de ce Parlement européen, même si nous savons que ce sera un combat difficile, mais nous le mènerons avec beaucoup de conviction. Il n'y a pas d'un côté le social et de l'autre l'environnemental. Et qu'au travers de cette crise, et je l'ai dit, je ne vais pas reprendre les termes que j'ai utilisés, parce que je crois que les Gilets jaunes illustrent bien cette imbrication-là, cette crise protéiforme, mais qui est une crise écolo, en fait, une crise du système. C'est pour ça qu'on parle d'écologie populaire. Voilà. Et si je peux me permettre, la France insoumise n'a pas attendu les derniers sondages pour se mobiliser et s'emparer des questions écologiques. Je voudrais quand même juste rappeler que la France insoumise a organisé l'année dernière une votation citoyenne pour la sortie du nucléaire qui a réuni à peu près 320 000 votants, qui, petite parenthèse, quand vous le mettez en perspective avec les 180 000 contributions du grand débat national, permet de remettre un petit peu les choses en place, que la France insoumise a proposé une proposition de loi pour la sortie du nucléaire l'année dernière à l'Assemblée nationale, qu'elle a proposé cette année une proposition de loi pour l'interdiction du glyphosate, et qu'elle s'engage dans toutes les mobilisations, dans tous les combats, notamment avec Mathilde Panot, Loïc Prudhomme à l'Assemblée nationale, puisque c'est les deux députés qui s'occupent de ça, mais soutenus par tout le groupe, et que la France insoumise s'engage sur ces sujets, pas en raison des éléments de la conjoncture, mais parce qu'on considère que c'est une priorité et une urgence absolue aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi simple que cela. Enfin, moi, si je me sentais vraiment mal à l'aise sur ces questions-là, je serais pas ici. Il y a des questions sur lesquelles, parfois, je le dis assez ouvertement, parce que on se voit parfois en dehors. Moi, je suis pas de la même tradition républicaine ou jacobine que Jean-Luc Mélenchon, mais je trouve que sa conception de la République est accueillante, donc je me sens pas exclu ni insulté. Je trouve qu'elle est fraternelle, donc moi qui ai fait le choix il y a quelques années de devenir français, je trouve que si tous les républicains et tous les jacobins et tous les laïcs avaient cette conception-là de la République, on n'aurait pas les débats débiles qui animent parfois le microcosme. Donc moi, j'ai absolument aucun problème là-dessus. Mais sur la question écolo qui est au cœur aujourd'hui du projet de la France insoumise, je me sens vraiment parfaitement à l'aise. Et je me sens vraiment en capacité de mener le combat qui est celui que je mène depuis plus de 20 ans, parce que ça fait 91 que j'ai pris une carte dans une organisation écologique. Et puis, parce que c'est aussi une organisation qui a clarifié une série de questions. C'est-à-dire que moi, je crois que quand on est un écolo conséquent, on ne confond pas en fait la lutte contre le changement climatique avec la lutte pour les places, quoi. Je crois que une des choses que je peux parfois critiquer, je l'ai fait déjà quand j'étais un député d'Europe Écologie Les Verts, c'est que je ne confonds pas le fait que on peut avancer en direction de la lutte contre le changement climatique en indexant en fait cette lutte simplement au nombre de députés, au nombre d'élus locaux, régionaux, tout ça. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et je prends l'exemple de Younous Omarjee. Pourquoi il gagne sur la pêche électrique? Pas simplement parce qu'il est déterminé, pas simplement parce qu'il est bon, pas simplement parce qu'il
il arrive à construire une majorité au Parlement européen, c'est parce qu'il fait le lien en fait avec une mobilisation populaire portée par des ONG, par Bloom, enfin qui fait le lien d'être un parlementaire en fait qui est un relais dans l'institution des mobilisations sociales et populaires. Et ça, je crois que la France insoumise, elle l'est parfois, moi je trouve parfois de manière un peu caricaturale, mais heureusement d'ailleurs parce qu'il faut l'être dans des institutions qui sont totalement enfermées sur elles-mêmes, avec un comportement très codé, feutré, de faire entendre la voix des gens, bah c'est parfois ça fait un peu tâche parfois, mais faut le faire. Voilà, parce que les débats qu'on a parfois dans ces institutions ne correspondent pas du tout aux préoccupations des citoyens. D'autres questions? Ça va?